Exercice 2, saut à ski aux Jeux Olympiques d'hiver 2018, bac 2019 Liban. Dans cet exercice, on se propose d'étudier la médaille d'or d'Andreas Wellinger. Le 10 février 2018, lors des JO d'hiver de Pyeongchang, dans les conditions difficiles en raison d'un vent important, l'Allemand Andreas Wellinger est réalisé sur le tremplin d'Alpensia, un saut qui lui a permis d'obtenir la médaille d'or. L'exercice consiste donc à faire l'étude du mouvement d'Andreas Wellinger sur la piste d'élan et lors du saut dans le cadre d'un modèle simplifié et de comparer les résultats obtenus aux mesures réalisées le jour de l'épreuve olympique. Alors on a plusieurs données, l'accélération de la pesanteur, la masse d'Andreas Wellinger avec son équipement, l'altitude du point D de départ, 98 mètres, l'altitude du point d'envol, T, qui est donc à 65 mètres, l'inclinaison de la table d'envol qui est en 11 degrés, et la vitesse de décollage mesurée qui est donc de 83,3 km/h. Dans cette étude sera menée dans le référentiel terrestre, considéré comme galiléen, le système étant le skieur et son équipement, serait considéré comme un point matériel. On néglige tout type de frottement. Au départ de l'épreuve, au point D, la vitesse du skieur est nulle, et la valeur de l'énergie potentielle de pesanteur est nulle en Y égale à 0. Donc voilà nos conditions de départ pour notre système étudié. Voilà une modélisation de la piste de saut de ski, le point de départ avec une vitesse nulle, la piste d'élan avec le point T, donc l'extrémité de la table d'envol, et le point d'impact d'atterrissage qui est donc le point L qui se trouve ici. Première question, on veut donc étudier le mouvement du skieur sur la piste d'élan du tremplin. Donc, entre le point D et le point T. On demande de calculer la valeur de l'énergie mécanique du point au point D. Alors, connaissant ceci, comment calculer l'énergie mécanique? Il suffit donc d'appliquer la formule de l'énergie mécanique au point D, qui dit que l'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique au point D plus l'énergie potentielle de pesanteur au point D. L'énergie cinétique au point D s'écrit sous la forme 1/2 de m fois v au point D au carré, plus la formule de l'énergie potentielle de pesanteur au point D s'écrira m fois g fois la hauteur au point D qui se note ici dans notre exercice YD. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'énergie mécanique au point D finalement va être égale à l'énergie potentielle de pesanteur au point D puisque la vitesse VD on a dit qu'elle était égale à 0. Donc il n'y aura plus d'énergie cinétique au point D. Donc la seule énergie mécanique se résumera à m fois g fois YD. Alors on peut faire le calcul, puisqu'on connaît donc la masse du skieur avec son équipement qui est de 70 kg. On connaît G qui vaut 9,8 Newton par kilogramme. Et on connaît aussi l'altitude du point D qui se situe donc à 98 mètres. Ce qui nous donnera un résultat de 6,7 10 puissance 4 joules. Alors maintenant, on nous demande d'exprimer l'énergie mécanique du système au point T en fonction de la masse du système, de l'accélération G de la pesanteur et de l'altitude YT au point T et de la vitesse VT au point T. Alors pour cela, on va appliquer la même formule que tout à l'heure, mais cette fois-ci au point T. Donc l'énergie mécanique au point T, d'après la formule, c'est toujours l'énergie cinétique au point T plus l'énergie potentielle de pesanteur au point T. L'énergie cinétique donc s'écrira sous la forme 1/2 de m
fois la vitesse au point T au carré plus la masse multipliée par G et multipliée par la hauteur au point T. La hauteur au point T, c'est donc Y de T. Et donc ça représente bien l'énergie mécanique au point T. Troisième question, en utilisant une approche énergétique, montrez que l'expression littérale de la valeur de Vt, de la vitesse, donc au bout de la table d'envol, s'écrit sous cette forme-là, et on aura de calculer sa valeur numérique. Alors, si on doit faire une approche énergétique, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire que l'énoncé nous indique qu'on négligera tout type de frottement. Donc, si on néglige tout type de frottement, ce qui veut dire qu'il y a conservation de l'énergie mécanique lors du mouvement entre le point D et le point T. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie mécanique qu'on avait au départ au point D, comme elle se conserve, sera aussi égale à l'énergie mécanique au point T. On n'a plus qu'à remplacer par les expressions précédentes. L'énergie mécanique au point D s'écrit sous la forme mg fois yd. Donc on va avoir m fois g fois yd. Et l'énergie mécanique au point T s'écrit sous cette forme-là. On va pouvoir reprendre l'expression qu'on a trouvée précédemment. Donc 1/2 de m fois la vitesse au point T au carré plus m fois g fois y au point T. Alors à partir de là, on nous demande d'exprimer l'expression littérale de Vt. Donc on nous demande de chercher l'expression Vt que nous avons ici. Alors pour obtenir Vt au carré, le plus simple, c'est de diviser tout par m. Donc on peut simplifier m, et ce qu'il nous reste à faire, c'est tout multiplier cette expression par 2, ce qui fait qu'on va avoir ici 2gyd égale Vt carré, plus, puisque 2 fois 1/2 ça fera 1, plus 2 fois g fois yt. Ce qui nous donne pour Vt au carré, on isole Vt au carré, donc le 2gyt passe à gauche, et on va avoir donc 2g yd moins 2g yt. Comme on veut Vt, on va prendre la racine carrée de tout ça. Et comme on a 2g de chaque côté, on peut mettre 2g en facteur. Ce qui va donc nous rester entre parenthèses yd moins yt. Et on a bien l'expression qui nous est donnée plus haut. Ensuite, on nous demande de calculer sa valeur numérique. Donc il suffit donc de remplacer les données par les chiffres. Ce qui va donc nous donner racine carrée de 2 fois 9,8 multiplié par 98 pour l'ordonnée du point D, moins yt qui est donc de 65 mètres. Et ce qui nous donnera une vitesse en mètres par seconde de 25 mètres par seconde. Ce qui fait que si ce résultat nous le multiplions par 3,6, nous allons obtenir un résultat en km/h. Ce qui va donc nous donner 92 km/h. Le résultat obtenu par calcul pour la vitesse de décollage Vt est-il en accord avec la valeur mesurée le jour de l'épreuve? La valeur mesurée le jour de l'épreuve se situe ici, et vaut donc Vt égale 83,3 km/h.
Or, nous devons trouver 92 km/h. Donc la valeur mesurée est bien inférieure à la valeur calculée. Ces résultats sont en accord. En effet, les frottements ne sont en réalité pas négligeables et une partie de l'énergie mécanique a donc été dissipée sous forme de chaleur. Deuxième partie de l'exercice, on va étudier maintenant le mouvement du skieur lors du saut. Alors pour cette étude, on utilise le repère orthonormé T, donc le point initial, IJ, T étant le point situé au bout de la table d'envol. On modélise de manière simplifiée l'allure de la piste d'atterrissage par une droite d'équation Y de la piste égale moins 0,59 fois X, et on notera XL, le point d'atterrissage grand L. On voit que l'angle alpha fait 11 degrés, le vecteur VT est situé donc ici. On peut en déduire déjà d'une part le vecteur VT initial, V0T. On peut dire que ce vecteur initial a deux composantes, V0TX et V0TY. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que si on décompose le vecteur ici, V0T, on va avoir ici notre vecteur V0TX, comme ceci, et ici on aura notre vecteur V0TY. On voit qu'il est donc opposé au vecteur Y. Alors ce vecteur V0TX, qu'on peut dire, on voit que V0TX sur V0, ça nous donne cosinus alpha. Ça veut donc dire que V0TX, ça sera bien égal à V0T, pardon, multiplié par cosinus de alpha. Ça, c'est pour la composante horizontale du vecteur vitesse. Pour la composante verticale, on va donc avoir ici le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, c'est quoi? C'est le sinus. Mais comme l'angle alpha se retrouve ici, on voit qu'il est donc orienté vers le bas, J est vers le haut. Donc, ça va donc nous donner moins V0T fois sinus alpha. Voilà pour les conditions initiales du vecteur vitesse. Les conditions initiales de la position sont donc x égale 0, y égale 0. Je le marque ici. X égale 0, y égale 0. Ça, c'est pour la position OM initiale. Voilà, là, ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle les conditions initiales du mouvement, qu'on utilisera tout à l'heure lors des primitives. Alors, première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer les coordonnées du vecteur accélération lors du saut. Alors, ce qu'on peut déjà donc dire, c'est que le système étudié, c'est donc le skieur plus l'équipement. Voilà. On sait qu'il a une masse m, supposée constante, assimilée à un point matériel. Qu'est-ce qu'on peut noter aussi? Que le référentiel est terrestre, considéré comme galiléen. On peut donc appliquer à ce moment-là les lois de Newton. On associe à ce référentiel un repère, comme on l'a vu, TIJ. Et donc, on peut dire que ce système est soumis à des forces. Alors, on va avoir essentiellement le poids, puisque les forces de frottement sont négligeables. Voilà. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Donc, on sait que le poids, le vecteur poids, donc, est égal au vecteur m fois g. On sait que g est un vecteur vertical vers le bas, donc p est aussi un vecteur vertical vers le bas. Et on peut donc appliquer la deuxième loi de Newton, qui dit que la deuxième loi de Newton correspond à somme des forces extérieures appliquées au système
est égale à M1. Sauf que la somme des forces appliquées au système, c'est le poids. Puisque les autres forces sont négligeables et que le poids, c'est aussi M fois G. Donc on a déduit que la masse n'intervient pas dans cette équation. Et on obtient donc que l'accélération égale le vecteur G. Alors si on doit projeter notre vecteur accélération dans notre repère, on va avoir deux composantes, la composante AX et la composante AY. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate que donc comme le vecteur A est collinaire au vecteur G, donc G est uniquement vertical, donc la composante selon X est nulle. Et la composante verticale, comme G est un vecteur orienté vers le bas, et le vecteur J est un vecteur orienté vers le haut, donc AY s'écrira sous la forme moins G. Voilà, moins G fois J si on veut. Donc voilà la composante AY. Voilà pour les coordonnées du vecteur accélération. Maintenant, en détaillant chaque étape de votre raisonnement, montrez que les équations horaires du point représentant le système étudié lors du saut dans le champ de pesanteur s'écrivent sous cette forme-là. Donc on doit arriver à ces conclusions en partant de nos hypothèses ici. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que comme l'accélération, le vecteur A, par définition, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc ça veut dire que notre vecteur A s'écrit donc AX. AX, c'est donc, on a dit d de Vx sur dt, qui vaudra 0. Et AY, on a dit que c'était d de Vy sur dt, qui sera égal à moins g. Et donc, en faisant la primitive, en intégrant, on fait une intégration, donc par intégration, on obtient les composantes du vecteur vitesse, c'est-à-dire les composantes Vx et Vy. Alors, la primitive de 0, c'est une constante. Je l'appelle C1. La primitive d'une constante, c'est moins c'est constante, la constante c'est moins g, fois t, plus une nouvelle constante, que j'appelle C2. Alors maintenant, il nous reste à déterminer les constantes. Les constantes se déterminent grâce aux conditions initiales, c'est-à-dire à t égale 0. Donc à t égale 0, si je reprends, j'obtiens que à t égale 0, la composante horizontale vaut V0t cos alpha. Donc, ça veut donc dire que Vx à t égale 0 égale à une constante égale V0t cos alpha. Et ça, c'est donc bien égal à la constante C1. Donc la constante C1 vaudra bien V0t cos alpha. À t égale 0, moins g fois 0, ça fera 0. Ce qui fait que Vy0 sera donc égal à moins V0t sinus alpha, ce qu'on a montré tout à l'heure. Donc, ça nous donnera moins V0t sinus alpha. Et ça sera bien égal à la constante qu'on a appelée C2. Ce qui fait que, si on remplace les deux expressions précédentes, on aura un vecteur V qui a donc deux composantes, Vx et Vy. Donc Vtx, on peut les appeler si on veut, puisqu'on est au point de t, Vty, puisqu'on est au point de t, et là, donc, notre vecteur Vt. Donc Vtx, si on reprend, ça sera bien égal à V0t cos alpha, et Vty, c'est donc moins g fois t, plus la constante c'est donc moins, c'est un moins ici, V0t sinus alpha.
Ça nous donne donc pour l'instant les composantes du vecteur vitesse. Comme la vitesse, le vecteur vitesse, par définition, c'est la dérivée de la distance tm sur dt. Donc, on en déduit donc en intégrant, toujours pareil, les coordonnées du vecteur tm. Les coordonnées du vecteur tm, on les appellera du coup x de t et y de t. Alors x, c'est la primitive de vt de x. Vt de x, c'est v0t cos alpha. Ça, c'est une constante. Donc la primitive d'une constante, on vient de dire que c'est v0t cos alpha, la constante, multipliée par le temps, plus une constante, je l'appelle C3. Et ensuite, y, la primitive de moins g fois t, c'est moins 1/2 de gt2. La primitive d'une constante, c'est moins, donc c'est moins v0t sinus alpha fois t, et plus une constante qu'on appellera C4. Donc, à t égale 0, condition initiale, on sait que x égale 0, x à l'instant t vaudra 0, et y au point de t vaudra 0 aussi. Donc, ce qui veut donc dire que lorsque t égale 0, tout ça, ça fera égal à 0, et donc x sera égal à une constante égale à C3 égale à 0. De même, à t égale 0, y égale 1/2 fois g fois 0 carré, ça fait 0, moins v0t sinus alpha fois 0, ça fait 0, et il reste C4, et C4 à t égale 0 égale à 0 aussi. Donc, on en déduit les coordonnées donc du vecteur Tm qui s'écriront sous la forme x égale v0t cos alpha fois t et y égale moins 1/2 de gt2 moins v0t sinus alpha fois t. Et on retrouve bien l'expression qui nous est demandée plus haut. Enfin, en déduire que l'équation de la trajectoire du point M s'écrit sous la forme comme ceci. Dans cette équation, x et y sont exprimés en mètres. Alors, comment arriver à cette expression connaissant ce qu'on appellera les équations horaires précédentes? Alors, pour passer de x en fonction de t, y en fonction de t à y en fonction de x, on doit tout d'abord éliminer le temps. Alors, pour éliminer le temps dans cette équation, on va donc procéder par substitution et isoler le temps. Ce qui fait que le temps, d'après la première expression, sera égal à x sur v0t fois cos alpha fois t, fois cos alpha. Donc, à partir de là, on va procéder, on a un système de deux équations à des inconnus, on va substituer le temps et le remplacer dans la deuxième expression. Ce qui va donc nous donner y égale moins 1/2 de g fois t au carré, mais t au carré c'est donc x au carré sur v0 t cos alpha, c'est aussi au carré bien sûr, tout ça c'est au carré, cosinus carré alpha. Ensuite, moins, alors c'était donc moins v0t sinus alpha fois t, donc moins v0t sinus alpha fois t, mais t, on a dit que c'était égal à x sur v0 t cos alpha. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut simplifier ensuite? On peut simplifier le v0t, le v0t, ce qui va donc nous donner y égale moins 1/2 de g
sur V0 t au carré cos carré alpha, tout multiplié par x au carré, moins, alors il nous reste sinus sur cosinus, bah ça c'est tangente, tangente de alpha, fois x. Donc voilà l'expression de cette équation qui ressemble à une équation donc parabolique. Et ensuite, voilà l'expression. Donc pour arriver à l'expression numérique, on doit remplacer par les valeurs numériques, ce qui va donc nous donner donc moins g, ça nous fera donc moins 9,8 sur 2 fois, alors on va avoir 2 fois, la vitesse c'est 83,3, la vitesse qui nous est donnée, mais comme elle est en km/h, il faut la mettre en mètres par seconde, donc pour cela moi je divise par 3,6, multiplié par le cosinus carré de 11, et tout ça multiplié par x2, moins tangente donc de 11 degrés, on a dit, multiplié par x. Si on fait le calcul, nous trouvons bien, pour le calcul ici, moins 9,5 10 moins 3 fois x2, et le tangente de 11 degrés, ça nous fait donc 1,9 10 moins 1. Donc on retrouve bien l'expression qui nous est donnée plus haut. Et enfin, dernière question, le jour de l'épreuve olympique, la longueur réelle mesurée lors du saut étudié a été de 113 mètres. Cette longueur correspond à la longueur TL, sachant que le point d'atterrissage, L, a une abscisse réelle égale à 97 mètres. Le cadre du modèle précédent permet-il de rendre compte de la valeur réelle de l'abscisse du point d'atterrissage? Commenter. Donc là, on vous demande de prendre des initiatives à présenter la démarche suivie, même si elle n'a pas été aboutie. La démarche est évaluée et nécessite d'être correctement présentée. Donc, ce qu'on nous demande de faire, c'est donc de trouver le point d'impact. Donc, sachant que ce point d'atterrissage a une abscisse réelle de 97 mètres. Alors, est-ce que c'est possible de retrouver ce point d'impact, sachant que la longueur réelle mesurée lors du saut est de 113 mètres? Donc, pour cela, on peut reprendre le schéma qui est là. Et on voit que le skieur démarre avec une vitesse comme ceci. Je prends une autre couleur. Et retombe au point d'impact qui est là. Alors comment faire pour connaître cette valeur? Alors tout d'abord, ce qu'on peut déjà dire, c'est que au point L, la droite d'équation y, c'est-à-dire celle-là, y égale moins 0,59x, correspond à un point d'intersection croise parabole qu'on vient d'étudier. Donc ça veut dire que le point L a la même abscisse et la même ordonnée au niveau des deux équations. On peut partir de ça. Donc dire que d'un côté on va avoir y, si le modèle est correct, ça veut donc dire que y de la piste est égal, donc y de la piste est égal à y de la trajectoire au point L. Donc on peut donc dire que y de la piste c'est moins 0,59 fois x au point L. Et ça c'est aussi égal, on a dit à l'équation qu'on vient de trouver précédemment, qui vaut moins 9,5 10 puissance moins 3 fois x au carré moins 1,9 10 moins 1 fois x L, puisqu'on étudie le point L. Donc on va donc chercher la valeur de xl à partir de cette équation, une inconnue. Ce qui va donc nous donner, donc, si on fait passer ce chiffre-là de l'autre côté, donc ça nous fait donc 9,5 fois 10 puissance moins 3 xl au carré. Si on fait passer moins 1,9 10 moins 1 xl à gauche, il devient plus 1,9 10 moins 1, moins le 0,59, ça va donc nous donner ici moins 0,59
40 XL. Et tout ça, bien sûr, sera égal à 0. Donc à partir de là, on peut mettre XL en facteur, bien sûr. Facteur 2, il va rester ici 9,5 fois 10 moins 3, fois XL, moins 0,40, égale à 0. Donc de cette égalité, on en déduit, allez vérifier que si XL est égal à 0, donc on a deux possibilités, soit XL égale à 0, soit la parenthèse égale à 0. Donc la parenthèse, c'est 9,5 10 moins 3 fois XL moins 0,40. Donc on en déduit donc que XL, dans ce cas-là, sera égal à 0,40 divisé par 9,5 10 moins 3. Et là, le calcul nous donne 42 mètres. Alors, le modèle théorique indique que l'abscisse du point d'atterrissage, finalement, on trouve 42 mètres, et donc largement inférieur à l'abscisse réelle qui vaut 97 mètres. Alors, on nous demande de commenter. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir pourquoi, au lieu d'avoir 42 mètres, le sportif obtient 97 mètres? Comment il a pu profiter d'un tel avantage? Simplement, l'introduction nous dit la présence d'un vent important le jour de l'épreuve. Celui-ci a sans doute joué un très grand rôle sur l'abscisse du point d'atterrissage. Le skieur a profité du vent pour planer et atterrir beaucoup plus loin que ce que prévoit notre modèle théorique simplifié. Et donc pour vérifier ce résultat, Andreas Bellinger, il avait gagné le concours de qualification. Comme ça porte, il sait faire. Il aime le vent, il descend, il y va. Il va. Attention là. Oh là là, c'est le quatrième Allemand qui a mis tout le monde d'accord. Andreas Bellinger. Il reste encore Richard derrière, mais Il y a là. Richard Freitag derrière, ouais c'est vrai. Oh quel saut. Vous avez vu la hauteur? Mais vous l'avez senti Fabrice, oui. Quel saut. Voilà, bon, voilà, poussée, énorme poussée. Et puis là, tout tranquille sur la bosse, il va pas trop vite dans le ski. Et on vole doucement, doucement. Et voilà la ligne verte, il assure le télémarque. Poser un télémarque comme ça, 4 mètres en dessous du point H, je peux vous dire que c'est magnifique. Regardez, vous avez vu les skis? Ça les tord de tous les côtés. Alors lui, je le rappelle quand même, il n'a que 22 ans. On a l'impression de le voir depuis longtemps. Il a déjà fait sa médaille de champion olympique par équipe il y a 4 ans, vous vous rendez compte, à 18 ans. Oh, il est pas loin de la tenir, sa médaille, 259 fois 3. Quel score! 10 points d'avance, et là je peux vous dire qu'il est quasiment sur le podium. Andreas Bellinger, il avait gagné le concours de qualification.